Merci à vous d'avoir accepté cette invitation et à participer sur cette table ronde recrutement tout au long de la journée. On va pouvoir démarrer presque au complet. Merci Anne. Bonjour. On avait démarré ce premier jour de salon avec le parcours création d'entreprise. Dans les transitions de vie professionnelle, il y a plein de possibilités différentes. Il y a, au-delà de la création d'entreprise, il y a aussi le transfert de compétences, il y a aussi le changement de métier, il y a la découverte de nouveaux métiers. Et voilà, cette table ronde va nous permettre de faire un tour d'horizon d'autres possibilités. Je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez chacune et chacun présenter ce que vous connaissez et ce que vous souhaitez partager. Nathalie Estrada, je vous propose que l'on démarre ensemble. Alors j'ai la petite, si vous voulez. Merci. Vous représentez l'entreprise Cdiscount et vous allez nous parler des métiers du numérique, une opportunité d'emploi pour les femmes. Et là, on va échanger à ce sujet-là toutes les deux. Avec déjà, je vais vous laisser vous présenter et puis d'enchaîner directement sur finalement qu'est-ce que c'est des métiers numériques. Parce que derrière l'appellation, qu'est-ce qui se cache derrière ces deux mots ? Tout à fait. Donc, je vais me présenter. Je suis Nathalie Estrada. Je suis la directrice des ressources humaines de la société Cdiscount. La plupart d'entre vous, j'imagine, connaissent tout de même la société qui a été créée en Aquitaine. Notre siège social est en Aquitaine. On a été créé il y a 21 ans. Et on est ce qu'on appelle, dans un bel anglais, un pure player. C'est-à-dire qu'on n'est que sur Internet. Nous sommes un site Internet. Et effectivement, d'un site qui vendait des produits comme les DVD, pour ceux qui sont comme moi, assez âgés. C'est mon anniversaire aujourd'hui, j'en profite. Donc voilà. Joyeux anniversaire. Ça date, les DVD et les CD. Et aujourd'hui, nous sommes une entreprise qui vend tous les produits pratiquement et énormément de services. Et on a fait une révolution numérique, c'est-à-dire que nous sommes une entreprise technologique, avec des profils, effectivement, pour vous donner un exemple, on parle souvent de marketing dans des entreprises comme la mienne. Les profils marketing ne sont pas des profils grande consommation qui vont faire du marketing d'un produit, d'une boîte de céréales ou d'un produit à vendre. Ça va être plutôt des profils qui vont travailler sur des investissements marketing sur Internet, qui vont donc attirer les clients sur le site, qui vont travailler sur des sujets dont vous entendez souvent parler, le SEO, le SEA, des web analystes, des data scientists, et évidemment beaucoup de profils informatiques. Ici, près de la Garonne, on est notre siège social, on a plus de 800 profils, on va dire, technologiques ou digitaux. Et alors, en quoi ces métiers numériques sont une opportunité d'emploi pour les femmes ? Pourquoi cet accent-là pour les femmes ? Première chose, ce sont des métiers d'avenir. Ce sont des métiers qui recrutent. Toutes les entreprises, on a commencé très tôt, il y a 20 ans, mais la plupart des entreprises, y compris les entreprises traditionnelles, transforment leur modèle et sont amenées à vendre sur Internet. Donc sont amenées à développer ces métiers. Et sont toutes en recherche de profils dans ce domaine-là. Et malheureusement pour les femmes, nous sommes sous-représentés dans les métiers, nous allons dire, technologiques. C'est-à-dire que si vous regardez les écoles d'ingénieurs, et encore, je dirais même pire, les écoles d'informatique, les femmes sont sous-représentées. Nous représentons plus de 50-60% des profils diplômés, et pour autant, dans ces écoles-là, qui fournissent de plus en plus de profils demandés et en tension, ce qu'on appelle des métiers pénuriques, on ne représente dans les écoles d'ingénieurs, selon les études, entre 15 et 20%. Et en école d'informatique, on est plutôt à 15%. Donc mon enjeu, c'est de faire connaître ces métiers à des femmes, alors très tôt, évidemment, à des lycéennes, à des collégiennes, pour qu'elles choisissent les bonnes orientations. Mais aussi, ça peut être un vrai moyen de trouver des postes, je dirais, intéressants, dans lesquels il y a des opportunités et de faire des reconversions. On a d'ailleurs mené des projets dans ce domaine avec Pôle emploi, notamment, ces dernières années. Et alors, finalement, si c'est en termes de reconversion et que l'on n'était pas dans cet univers-là, quels sont
parce que si on ne s'associe pas à un métier numérique spontanément, quelles sont peut-être les compétences que l'on peut avoir et que l'on va transformer? Quelles sont les appétences? Quelles sont les soft skills? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, là, on peut se dire « j'y ai jamais pensé, mais ça pourrait être une opportunité pour moi ». Alors, il y a plusieurs sujets. Rejoindre une entreprise comme Cdiscount, évidemment, on recherche des profils. Ce sont des entreprises qui vont très vite, donc des profils agiles, qui aiment aussi le changement, qui aiment s'affronter à des défis, travailler en équipe. Mais si on revient plus sur les compétences, là on est sur des compétences transverses qui sont transposables et chacune d'entre nous peut se retrouver dans ces compétences. Dans les compétences plus techniques, on va dire, lorsqu'on a travaillé nous avec Pôle emploi et qu'on a permis donc à des personnes de se lancer dans une reconversion, on cherchait des profils qui avaient une certaine appétence, on va dire quand même un peu scientifique, qui aimaient les chiffres, qui aimaient résoudre des choses, qui aimaient s'affronter à des choses un petit peu techniques sur ces sujets-là, sans être pour autant diplômé ou d'avoir déjà des certifications dans ce domaine. Mais il faut aimer la rigueur, il faut aimer effectivement les chiffres et la logique, on va dire. Donc c'était des attendus pour pouvoir effectivement identifier des profils au Pôle emploi ou en reconversion qui veuillent suivre des formations en apprentissage que l'on accompagne avec une école d'informatique et qui permet d'obtenir un diplôme à la fin de cette formation. Donc voilà le type de compétences ou de soft skills que l'on va chercher. Alors, l'entreprise Cdiscount est une entreprise extrêmement engagée dans ces enjeux-là, et vous m'avez dit, depuis toujours finalement, on cherche à rendre le plus possible l'accessibilité à ces métiers. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre année après année, pour justement favoriser cet accès aux métiers numériques pour les femmes? Comme beaucoup d'entreprises, mais on a commencé il y a très longtemps. Je remercie d'ailleurs ma responsable diversité qui est ici. Ça commence aussi par déconstruire certains préjugés, je sais, ou certains stéréotypes. Je sais qu'on en parle tous. C'est des choses qu'on a derrière nous, je dirais, chez Cdiscount, qu'on a menées il y a des années en travaillant sur de la sensibilisation et de la formation, à la fois du comité de direction, des managers, des salariés et des représentants du personnel. D'ailleurs, je crois que j'en ai aussi dans la salle. Et effectivement, on a aussi accompagné les femmes dans elles-mêmes déconstruire certains préjugés qu'elles peuvent avoir. Donc on a développé des formations, des coachings, un réseau interne de femmes pour les accompagner dans le développement de leur carrière, pour les aider aussi à monter les étapes, puisqu'on a plutôt mené à bien une grande partie du travail. On a une belle représentativité des femmes dans l'entreprise. On a plus de 42% de femmes chez Cdiscount, alors que nous avons des métiers logistiques et informatiques qui peuvent être perçus comme à tendance masculine, donc on a plutôt un bon taux de femmes. Mais comme je dis, alors on appréciera ou pas la boutade, mais c'est un petit peu comme l'oxygène, c'est-à-dire plus je monte en altitude, moins j'ai de femmes. Donc notre but, c'est d'accompagner ces femmes pour qu'elles puissent dépasser ce plafond de verre. Et effectivement, là, on a mené beaucoup de sujets autour de la sensibilisation, de la formation, mettre en place des accompagnements, donc beaucoup de sujets autour de la parentalité, évidemment au-delà du maintien des salaires pendant les congés maternité, s'assurer de maintenir aussi les rémunérations variables, d'allonger des possibilités de droits à congés parentaux pour celles qui le voudraient, préparer leur départ en congé maternité et leur retour pour que ça se passe au mieux, développer aussi des avantages sociaux autour de la conciergerie, d'accompagnement autour de la campus parentalité. Donc, c'est-à-dire vraiment essayer non seulement de combattre les stéréotypes, accompagner les femmes elles-mêmes dans leur gestion de carrière, mettre en œuvre des avantages et des accompagnements pour ces femmes et aussi travailler tous nos process RH pour s'assurer que là aussi, à aucun moment, nous n'ayons de biais qui puissent s'installer. Donc on travaille aussi depuis plusieurs années avec des beaux résultats chaque année sur notre index hommes-femmes, avec des beaux résultats sur les écarts injustifiés de salaire et sur des bons taux de promotion, de mobilité interne pour s'assurer que les femmes bénéficient de la même façon que les hommes, évidemment, de tous ces process RH. Oui, vous travaillez à favoriser une culture inclusive. Oui, exactement. Et je sais que notamment, et pour les femmes, dans une évolution de carrière, c'est souvent lié aussi à cet enjeu de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, et que vous êtes très engagés là-dedans également, et que finalement, c'est parfois dans les entreprises auxquelles on ne pense pas parce que justement, elles touchent le numérique, que l'on trouve finalement des opportunités d'évolution de carrière qui répondent à ces besoins d'équilibre et d'évolution en même temps. Oui.
On essaie aussi, je n'ai pas cité le télétravail qu'on a mené en test l'an dernier, mais qui est maintenant bientôt, qui va être déployé à toutes nos populations cadres, qu'on espère pouvoir continuer à déployer. Le but, c'est vraiment de s'attacher à tous les sujets. On ne peut pas simplement choisir un canal d'action. Favoriser une culture inclusive, c'est vraiment s'adresser à tous les salariés, aux managers, aux femmes elles-mêmes, et évidemment accompagné par des politiques RH de façon volontariste, ce qui fait aussi que l'an dernier, on a eu des beaux résultats en recrutement, puisqu'une grande partie de nos recrutements ont été des recrutements féminins. Cette année aussi, je vous parlais donc de ces promotions de personnes en reconversion qui veulent obtenir un diplôme en informatique, et on a le plaisir d'avoir 70% de cette promotion qui est féminine. Donc on espère là aussi continuer nos engagements en accessibilité à ces métiers, et nous sommes partenaires au niveau national d'une initiative qui s'appelle Tech for Good, c'est-à-dire que les entreprises du numérique, nous avons un impact, nous pourvoyons des emplois, les emplois d'avenir, et nous souhaitons collectivement nous assurer de permettre aux femmes d'accéder à ces postes avec des engagements sur le fait que plus de 30% des postes d'encadrement soient tenus par des femmes, parce que comme je vous le disais, dans ce domaine-là, en informatique, en numérique, ce n'est pas encore le cas. Donc nous sommes très fiers de dire que nous sommes au-delà de ce chiffre-là, puisqu'on est déjà à 33%, mais on va continuer nos efforts et s'assurer qu'on puisse faire progresser des femmes dans ces métiers d'avenir. Vous proposez aussi également de nombreux, en tout cas régulièrement, des ateliers. Vous avez également une masterclass informatique. Oui. Vous œuvrez beaucoup pour être dans le concret, oui, et pour accompagner finalement. Je pense qu'il ne suffit pas de parler de politique RH, il faut aussi les rendre concrets. Ça a toujours été la politique de Cdiscount, de parfois pas toujours se prononcer sur des grands programmes, mais de s'assurer qu'ils soient pragmatiques et visibles. Donc on l'a fait aussi très tôt sur, par exemple, des salles d'allaitement. Donc dans nos bâtiments, nos derniers bâtiments, dès qu'on s'est installé à Bacalan, dans chacun de nos bâtiments, nous avons une salle d'allaitement. Ce qui est souvent, qui avait été d'ailleurs remarqué par la secrétaire d'État, c'est pas toujours le cas dans les entreprises. On doit, par des choses concrètes, accompagner ces temps de vie qui sont des temps de vie normaux dans la vie d'une femme et que l'on doit accompagner au mieux. L'évolution de carrière aussi, c'est-à-dire qu'on peut se projeter potentiellement comme intrapreneur finalement. Je l'ai ressenti comme ça, moi, il y a quelques temps, par rapport à vos collaboratrices et collaborateurs, où l'évolution de carrière en interne est encouragée, avec la possibilité aussi de changer de poste quand la demande est formulée et que cela va dans les deux sens, avec des vraies perspectives. Et puis la prise en compte, je me souviens avoir interviewé une personne de chez vous qui avait eu une proposition d'évolution de carrière alors même qu'elle venait d'annoncer son congé maternité, en tout cas sa grossesse déjà avant le congé, et quand elle est revenue avec effectivement un salaire qui avait été maintenu, elle a eu son nouveau poste, et c'est du concret. Vous parliez de concret, c'est très concret. Oui, effectivement, vous nous aviez accompagnés sur des portraits de femmes, parce que le but aussi, c'est de donner envie, de montrer qu'on a des rôles modèles dans l'entreprise et qu'il y a du concret et des réalités. Donc effectivement, c'était lors de rencontres avec des salariés. Il faut être concret. Sur les mobilités, chaque année, Cdiscount, au-delà des plans de recrutement, j'étais là il y a quelques semaines sur les plans de recrutement Cdiscount, mais aussi en mobilité, on a entre 150 et 200 mobilités par an. On s'assure aussi qu'elles soient accessibles aux femmes, et on s'assure aussi de permettre des mobilités de courte durée pour remplacer des congés maternité, par exemple, plutôt que de faire recours à des CDD ou à de l'intérim. On propose à nos salariés en interne de prendre ces challenges, y compris pour 3-4 mois. Ça permet de développer des compétences, ça permet de développer aussi l'appétence à certains métiers, ce qui permet que le jour où ces postes sont ouverts, ces femmes ou ces hommes ont déjà de l'expérience sur les postes et ils sont plus crédibles lorsqu'ils passent des entretiens. Donc effectivement, on essaie de développer des politiques dans ce sens, de clarifier les règles. La mobilité chez Cdiscount, elle est encadrée. Comme ça, c'est clair pour les salariés et pour les managers. Toute personne qui a passé 12 mois dans son poste peut, postuler pour bouger dans l'entreprise avec des règles de libération entre managers pour qu'il n'y ait pas non plus de rétention dans certains univers plus que dans d'autres, pour faciliter la mobilité et le développement des compétences.
Nathalie, si suite à ce que l'on entend, on se dit bah tiens en fait ça m'intéresse et à l'issue des 2 jours, ce week-end je vais déjà aller surfer sur internet pour regarder ça d'un peu plus près. Est-ce qu'il y a un site, et non pas le site d'achat Cdiscount, mais un site où on peut voir un peu les profils de métiers qui sont proposés, qui sont demandés, comment ça se passe? Alors, il faut que vous alliez évidemment sur le site Cdiscount Recrute. Si vous tapez Cdiscount Recrute, vous tombez sur notre site emploi, sur lequel sont mis tous nos postes en CDI, en CDD, aussi les stages et les alternances, puisque peut-être qu'aussi dans la salle, nous avons des étudiants. Chaque année, nous avons à peu près 100 à 150 stages et alternances dans l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à aller effectivement surfer sur notre site emploi. Quel message vous souhaitez partager concernant justement cette opportunité de découvrir de nouveaux métiers? Moi, je pense que d'autres vont le dire. Il faut oser. Ici, j'ai des personnes sûrement qui recherchent des emplois, mais pour une partie, vous êtes peut-être aussi des mamans. Et je vais aussi passer un message aux mamans, de s'assurer de passer des messages sur les métiers d'avenir et sur les filières scientifiques, parce qu'on parlait de déconstruire aussi des stéréotypes, et il y a quand même beaucoup de stéréotypes dans le monde de l'éducation, mais aussi parfois nous, en tant que parents, et on doit s'assurer de parler de ces filières-là qui sont des filières d'avenir, d'emploi pour nos filles, alors évidemment pour nos garçons, mais pour nos filles, parce qu'elles sont vraiment, vraiment sous-représentées, on multiplie tous les efforts, et je crois qu'il faut accélérer, donc à la fois pour vous qui êtes dans cette salle, et pensez aussi à vos enfants. Merci beaucoup Nathalie Estrada. Merci. Alors, Julie Martin-Lepère. Nous en connaissance en même temps. Bonjour, bienvenue. Alors, vous allez nous parler, vous êtes chez Enedis. Tout à fait. Vous allez nous parler des pionnières dans les métiers techniques, une ambition forte au sein de votre entreprise. Je vais vous laisser nous présenter cet enjeu. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Julie Martin-Lepère et chez Enedis. Je m'occupe au niveau de la direction régionale Aquitaine Nord d'Enedis de l'emploi. Voilà, l'emploi externe, à savoir le recrutement, l'alternance. Et en interne, ça va être plus le suivi des effectifs, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc terme très technique RH, et la gestion de carrière, en accompagnant les collaborateurs en interne dans leurs projets de mobilité. Donc ma présence aujourd'hui est de présenter l'entreprise, présenter ses métiers et d'expliquer en quoi ces métiers sont aussi féminins. Enedis se situe sur le chemin de l'électricité. On a tendance à pas forcément connaître très bien les missions de l'entreprise. Donc là, vous avez une représentation du chemin de l'électricité. Et hier, j'étais encore dans les écoles et j'expliquais que l'électricité, c'est comme un bien. Donc on avait des futurs footballeurs. Donc j'ai pris l'exemple du ballon de foot. Avant de l'acheter, c'est comme l'électricité, il faut que ce soit produit. Donc il y a la production de l'électricité. On produit de l'électricité avec différentes sources, l'éolien, donc les énergies renouvelables, les centrales nucléaires, etc. Puis pour que l'électricité arrive jusque chez le client, il faut d'abord le transporter. Donc ça, c'est le rôle du transporteur en France, de RTE, qui est une filiale d'EDF. Et c'est de la très haute tension qui passe au niveau du transport. Donc cette tension est trop élevée pour qu'elle aille sur le réseau électrique domestique. Donc on va venir transformer cette électricité pour abaisser la puissance. Et ça, c'est le rôle d'Enedis qui commence au niveau de ce gros transformateur. Et on assure la distribution comme ça de l'électricité jusqu'au client, jusqu'à son compteur. Notre mission, c'est d'assurer l'acheminement de l'électricité à tous les clients, donc tous les usagers qui achètent leur électricité auprès de leurs fournisseurs de leur choix, sans aucune discrimination. Aucune. Nous ne sommes pas propriétaires des réseaux, on est ce qu'on appelle une entreprise concessionnaire, donc on signe des contrats de concession avec les collectivités territoriales qui, elles, sont propriétaires des réseaux. Donc on s'assure d'accompagner aussi les collectivités dans leurs projets au niveau qui sont impactants au niveau du réseau électrique.
Derrière tout ça, il y a, alors l'image il y a une animation, donc tant pis, je vais faire avec. Il y a de nombreux métiers. La direction régionale Aquitaine Nord, ça représente plus de 1400 collaborateurs sur des métiers qui sont à 80% dits techniques, donc qui n'attirent pas naturellement les femmes. Mais pour autant, les femmes, nous intéressent sur ces métiers. Donc on a des métiers d'action qui sont sur le terrain, de techniciens qui agissent tous les jours pour maintenir le réseau électrique, dépanner, réparer les lignes électriques. C'est aussi intervenir dans ces postes de transformation pour assurer une maintenance qui est à la fois curative et préventive quand on a des défaillances. On a besoin, pour assurer notre mission, de bien connaître le réseau électrique. Donc il faut le détecter. Derrière la détection de ces réseaux électriques et la connaissance de ce réseau électrique, il y a des métiers qu'on appelle des gestionnaires de données. Et puis, comme on est une entreprise concessionnaire, eh bien, on est en relation avec les mairies dans nos métiers. Et là encore, ce sont des métiers qui sont aussi ouverts à l'externe. Enedis est depuis tout temps une entreprise qui est très engagée dans la féminisation de ces métiers. On a signé notre 3e accord sur l'égalité professionnelle qui montre notre engagement en faveur de l'égalité professionnelle, l'égalité des chances. Et comme vous le disiez, faire en sorte de lutter avec conviction et de manière intelligente sur les stéréotypes qui existent et l'accompagnement de la gestion de carrière au féminin, également en interne. Donc tous nos métiers sont accessibles pour les femmes. Elles sont accompagnées notamment par le biais de formations qui sont cœur de métier de l'entreprise, donc orientées sur l'électronique en l'occurrence, mais on a aussi des métiers qui sont en contact avec les fournisseurs d'énergie, avec les clients, puisqu'on assure le dépannage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 quand il y a des pannes sur le réseau. Donc ce sont des métiers qui sont clientèle sur lequel on recherche aussi. Alors là, on a le problème inverse, c'est qu'il nous manque des hommes sur ces métiers. Donc la diversité se fait finalement dans tous les sens. Et quand on est une femme, quand on intègre l'entreprise, Enedis est un urgentiste. L'image que j'aime bien donner, c'est on est les pompiers de l'électricité. Donc on se doit, au nom du service public qui résonne comme une valeur chez nous dans notre entreprise, d'intervenir en urgence pour résoudre les problématiques que peuvent rencontrer les clients quand ils ont des coupures d'électricité, parce que c'est bien désagréable. Et quand on est une femme sur ces métiers, 1, c'est passionnant, et 2, on est conscient que ça peut être difficile, en tout cas qu'il peut y avoir des barrières, parce qu'on intègre en effet un environnement qui est masculin quand on est sur ces métiers techniques. Donc l'entreprise accompagne ces femmes dans leur intégration sur au moins la première année, en ayant un tuteur, en ayant un référent, une référente d'ailleurs, qui est une femme, qui peut du coup l'accompagner dans sa prise de poste. Et on les met également en contact permanent avec notre correspondant diversité, puisque nous avons en interne une correspondante diversité, pour veiller à la bonne intégration de ces femmes sur nos métiers techniques. Et puis là, dernièrement, si je peux aussi faire un témoignage et dire en quoi l'entreprise s'engage finalement tous les jours. En fin d'année dernière, j'ai passé donc le bilan de l'alternance en CE, donc au comité d'entreprise. Nous intégrons dans nos réflexions également les organisations syndicales qui ont estimé qu'il pourrait y avoir une problématique d'isolement de ces femmes, notamment en alternance,
sur des métiers techniques. Donc on a monté il y a 15 jours un groupe de travail avec des femmes qui sont justement positionnées sur des métiers techniques chez Enedis pour essayer d'aller plus loin encore dans l'intégration de ces femmes sur ces métiers techniques et éviter ce sentiment d'isolement qu'elles peuvent peut-être avoir quand elles intègrent l'entreprise sur un métier qui est de par nature masculin, et donc elles ne sont pas nombreuses. Voilà. Donc ça, ce sont notre manière d'accompagner les femmes dans nos métiers. Et puis aussi sur les reconversions professionnelles en interne, on accompagne aujourd'hui des reconversions de métiers tertiaires vers les métiers un peu plus techniques. Et on crée aujourd'hui de plus en plus de parcours de formation en interne dédiés à des métiers techniques pour accompagner la montée en compétences des femmes qui le souhaitent dans ces métiers. Voilà. Donc chez Enedis également, on peut aller sur le site pour voir un peu le panel des métiers proposés. Tout à fait, surtout que cette année, on a un beau plan d'embauche qui intègre pleinement la diversité dans le genre, entre hommes et femmes. Donc on a une vingtaine de CDI ouverts aujourd'hui, plus de 50 contrats d'alternance, donc la diversité aussi avec les jeunes et les moins jeunes, puisqu'on s'inscrit encore une année sur l'accompagnement des seniors dans le retour à l'emploi, avec une quinzaine de postes de CDD seniors qui sont ouverts sur 2020. Votre message ? Mon message à passer, alors je suis venue aujourd'hui sur le salon avec ce petit livret, donc des pionnières d'Enedis, qui est une action qui a été faite conjointement avec plusieurs femmes de l'entreprise qui sont positionnées sur des métiers techniques pour montrer que tout est possible, en effet, en interne. Et alors, je l'ai avec moi sur le salon, donc pour celles qui sont intéressées, elles pourront venir me voir. Et à la fin de ce livret, il y a un échange avec ces femmes sur les préjugés, sur j'avais peur au départ de concilier vie professionnelle, vie privée, j'avais peur d'intégrer un environnement masculin et comment j'allais bien m'intégrer. Et elles témoignent en quoi finalement ça n'a pas été une difficulté pour elles. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Stéphanie Jacques, nous allons enchaîner ensemble. Vous allez nous parler, Stéphanie, de cet enjeu. Libérez-vous de vos croyances limitantes. Osez votre aventure. Alors, dans le cadre du recrutement ou de l'évolution de carrière en général ? Dans le cadre de passer en fait cette reconversion professionnelle qu'on souhaite faire. Donc en fait, moi je suis mandataire immobilier du réseau IAD, c'est le premier réseau de mandataires immobiliers en France, on est 10 000 en France, puis en Europe également. Pourquoi je suis là? En fait, ça fait 4 ans que je fais ce salon, 4 ans que je participe à ces conférences. Et en fait, il y a 5 ans de ça, j'étais à votre place. J'étais assise comme vous et je venais participer à ma première conférence. Et j'étais dans le questionnement, puisqu'en fait j'étais éducatrice spécialisée en toxicomanie et milieu carcéral. Et donc je voulais arrêter parce que je trouvais plus l'équilibre de vie entre mon perso et mon pro. Donc je voulais basculer dans autre chose. Donc l'immobilier me plaisait beaucoup, mais je ne savais pas comment me lancer dans ce nouveau métier. Et surtout, j'avais surtout beaucoup de croyances limitantes. Et il fallait que j'arrive à les dépasser, ou pas d'ailleurs. À ce moment-là, je ne savais pas si j'allais les dépasser. Donc en fait, je suis plutôt dans ce registre-là aujourd'hui d'essayer de vous faire passer un message à mon niveau, et un petit niveau, mais si ça peut vous aider. Je sais que ça aide certaines personnes parce que donc ça fait 4 ans que je fais ce salon et ça fait 2 années de suite où des personnes viennent assister aux conférences, m'ont vu et reviennent cette année sur mon stand en me disant « ça y est, je suis prête ». Ça a déclenché quelque chose en moi et en fait je veux venir dans votre team et j'ai envie de vous retrouver, donc ça c'est super quoi, c'est très bienveillant. Donc en fait
Donc le réseau mandataire immobilier, donc on pourra vous donner plus d'éléments. On a un stand, on est également là demain sur le stand dans le pôle recrutement. Donc c'est un réseau de mandataires immobiliers. La particularité, c'est qu'on est indépendant, on est à notre compte. Donc on est chef d'entreprise et on a la possibilité d'être aussi bien conseiller immobilier, mais aussi d'être manager. Donc moi, en fait, aujourd'hui, j'ai une team de 40 personnes qui sont dispersées sur la France. Là, vous en avez une petite idée. Alors, ils ne sont pas tous sur la photo. Ça, c'était lors d'une team building que j'avais organisée pour mon équipe au mois de juin. J'en ai fait également une au mois de décembre. Donc, j'ai du monde, alors majoritairement des femmes, parce que souvent, les reconversions les reconversions professionnelles, ça touche beaucoup plus les femmes. Je pense qu'elles sont plus aptes à se poser des questions et à oser les choses. Voilà, ça c'est ce que je pense. Et du coup, voilà, j'ai une équipe qui est aussi bien sur la Nouvelle-Aquitaine que sur la Corse, Lyon, la Bretagne, le Sud-Est, et des trucs, enfin des endroits sympas comme la Guadeloupe et l'île de la Réunion, où je pars dans 15 jours pour aller former mes équipes. Donc voilà, donc ça fait partie de l'équipe Téline, et en fait l'équipe Téline, c'est le nom qu'on s'est donné à notre petite équipe. Et en fait on est très ancré aussi, pour faire le lien avec ce que mes collègues ont parlé, sur le bien-être et le développement personnel, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est primordial. Moi actuellement je fais aussi une formation à côté à titre perso, mais qui va m'aider aussi dans ma façon de manager par la suite. Je fais une formation en soins Ayurveda, et parce que ça me parle, parce que c'est important pour moi, et surtout que ça va m'aider à accompagner mon équipe sous une autre forme de management, pas du management comme on peut l'entendre, voilà, comme on peut l'imaginer. Donc voilà, donc ça c'est l'esprit de notre équipe. Ensuite, si ça marche, voilà, ça c'est aussi une partie de notre équipe. Il y a des hommes, on a quelques hommes. Alors là, ce qui est sympa dans mon équipe, c'est qu'il y a plus de 60% de mon équipe qui est constituée d'anciens copains d'enfance. On était au collège ensemble et on s'est retrouvés, on s'est suivis sur les réseaux sociaux pendant des années. Et en fait, j'ai sauté le pas la première, et petit à petit, ils ont tous sauté le pas, beaucoup. Donc aujourd'hui, ouais, on doit presque, pas tout à fait, mais former une classe de ce qu'on était au collège. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, voilà. Moi, je voulais vous parler donc de ces croyances limitantes. Vous savez, ces petites croyances là qui sont dans votre tête et qui vous disent que vous êtes incapable de faire, vous ne savez pas faire et vous ne pourrez jamais faire. Ces croyances limitantes, en fait, c'est soit vous les avez ancrées en vous depuis l'enfance, c'est génétique, c'est comme ça, vous êtes né avec, on vous les a transmises, et puis on a conforté ça aussi par la suite, par l'éducation. Non, ma fille, tu ne feras jamais ça. Non, tu ne pourras pas faire ça. Non, tu es une fille, donc imagine, tu ne peux pas faire un métier d'homme. Non, tu seras salariée, tu ne seras pas indépendante, parce que papa et maman sont fonctionnaires, donc ça c'est du vécu, mais bon, voilà. Mais bon, je les adore, mes parents, mais c'était comme ça. Et du coup, toutes ces croyances, voilà. Ou alors c'est des croyances limitantes qu'on vous a mis aussi dans la tête au fur et à mesure où vous avez grandi, avec des gens qui sont autour de vous. Moi, j'appelle ça des gens souvent toxiques, des gens négatifs qui vont... le jour où vous allez leur dire « je suis allé au salon professionnel », déjà, rien que ça, ils vont dire « qu'est-ce que tu viens faire là, quoi ? Pourquoi une reconversion professionnelle ?» Mais voilà, il faut... voilà, ça, ce sont des croyances qui vont vous empêcher de faire des choses et qui vont vous empêcher de sortir de votre zone de confort. Cette petite zone de confort où on est bien et en même temps, on n'est pas bien. Qui nous rassure parce qu'on est salarié, qui nous rassure parce que tous les mois, on a le salaire qui tombe, qui vous rassure parce qu'on a des horaires, mais en même temps... le dimanche, quand vous préparez vos affaires pour le lundi, vous avez la boule au ventre et vous n'avez pas envie de continuer. Voilà. Donc, ces croyances limitantes, en fait, vont vous empêcher vous empêcher d'aller vers vos ambitions, de réaliser vos ambitions. Et en fait, notre vie, nos pensées sont contrôlées par nos valeurs et donc par nos croyances. Donc c'est vraiment important de se détacher de ça. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas seul.
Moi, je me suis fait aider. Hein. J'ai fait 11 ans d'analyse, donc je sais ce que c'est que de se faire aider. Et c'est pas avoir une béquille pendant quelques années de sa vie. Finalement, 11 ans, c'est quoi dans la vie? Et ça m'a permis de sauter le pas et de me dire à un moment donné, ça y est, t'es prête et t'y vas, tu sautes. Et donc j'ai sauté et je regrette pas du tout d'avoir sauté, bien au contraire. Jamais je retournerai en arrière dans mon petit zone de confort de fonctionnaire. Voilà. Pour moi, je pense que la réussite, quelle qu'elle soit, hein, quel que soit votre projet de ce que vous souhaitez faire, hein, peu importe hein, le thème, il y a 4 étapes à passer pour se permettre ça. C'est l'autorisation déjà. S'autoriser à imaginer en fait une autre vie. Déjà, rien que ça, c'est important. Sachez que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a des personnes, des idées, des choses qui vous entourent et qui ont envie de rentrer dans votre vie, qui vous font de l'appel du pied, et vous y faites peut-être pas attention, quoi. Jusqu'au jour où cette opportunité, en fait c'est la loi d'attraction. C'est-à-dire que la loi d'attraction, c'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes dans un sentiment positif, vous avez envie d'avancer, les choses vont se faire naturellement. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont là depuis des années autour de vous, et d'un seul coup, elles paraissent évidentes, alors que jusqu'à présent, il y avait le pare-brise, il était rempli de buée. Et d'un seul coup, il y a un coup d'essuie-glace qui se passe. Moi, cette loi d'attraction, en fait, je l'ai eue beaucoup quand j'ai décidé de me prendre en main et je suis partie faire un séminaire de développement personnel à Londres. Et je suis allée me faire coacher pendant 4 jours par Tony Robbins. Et je suis arrivée là-bas avec un pare-brise, mais rempli de saleté et de buée. Je suis repartie, mais j'y voyais très clair, quoi. Et pourtant, rien n'avait changé dans ma vie. Mais j'y voyais beaucoup plus clair. Je ne marchais plus à côté de ma vie, j'étais actrice de ma vie. Et donc, je me suis prise en main et j'ai dit, OK, on y va et on fonce. Voilà. Pour ça, il faut aussi donc savoir saisir cette opportunité, hein, parce que je sais malheureusement qu'il y a des opportunités qui vous passent devant le nez et malheureusement, vous ne les saisirez jamais. Parce que trop peur, parce que pas envie, parce que pas le moment, parce que plein de questions. Donc, il faut oser saisir cette opportunité. Ensuite, la 3e étape, c'est assumer le prix à payer. Il faut être conscient, il ne faut pas faire les choses trop rapidement et inconsciemment, sur un coup de tête. Il faut tout simplement, à un moment donné, se donner un coup de pied là où je pense, d'accord, pour se lancer. Mais ne pas faire les choses de façon trop précipitée, parce qu'effectivement, il faut assurer ce qui va se passer derrière, assumer le prix à payer, pour ne pas tomber trop bas non plus par la suite. Surtout sur l'aspect financier. C'est pour ça que nous, chez IAD, quand quelqu'un vient nous rencontrer en disant je suis intéressé de me reconvertir dans l'immobilier, la première chose qu'on vérifie déjà, c'est sa motivation, si elle en a envie, parce qu'on ne demande pas un CV, hein. On ne fonctionne pas du tout sur CV, donc c'est du relationnel avec la personne. Si on sent la personne, si on sent qu'elle est capable de passer le pas. Et surtout, on essaye d'assurer, on vérifie que financièrement, ça va pouvoir tourner pour pas qu'elle prenne des risques inutiles. Voilà. Donc, ça, c'est assumer le prix à payer. Et ensuite, on part dans l'action. Hein. Une fois qu'on a vérifié tout ça, on part dans l'action et donc on met en route, on construit ses émotions. Et surtout, quelque chose qui est important à mon avis, c'est de toujours faire dans ce que vous avez vraiment envie, quoi. Ne faites pas les choses forcées. Faites un métier qui vous plaît, surtout dans une reconversion professionnelle, souvent c'est le cas. Hein. On a fait un métier parce que, voilà, ça s'est présenté comme ça. Et une deuxième chance se présente à vous. Faites un métier qui vous plaît, où vous avez envie, où le lundi, quand vous vous levez, vous avez la patate et vous avez envie d'y aller. Et ça, c'est hyper important parce que vous allez être épanoui. Moi, aujourd'hui, je vois les 40 personnes dans mon équipe. C'est juste fou ce qu'elles sont en train de vivre parce que elles vivent tout simplement. Elles ne sont plus dans la survie professionnelle, elles sont dans la vie professionnelle. Et ça, c'est chouette, quoi. Merci beaucoup, Stéphanie. Ouais. Je voulais juste faire on a 1 minute, 2 minutes ? Eh bien, 1 minute. Ouais. Parce que j'avais fait l'année dernière
alors c'est pas une petite animation et ça avait pas mal plu et des gens étaient venus me voir sur le stand en me disant waouh, ça c'était top quoi, si j'aimerais bien le refaire et tout. Donc si vous en êtes d'accord, j'aimerais si vous pouviez vous lever s'il vous plaît. Ça va prendre juste 2-3 minutes pour celles et ceux qui souhaitent le faire, mais c'est pas mal. Alors même s'il n'y a pas trop d'espace entre vous et la chaise, c'est pas très important, hein, c'est des micro-pas que je vais vous demander. Je vais tout simplement vous demander pendant tout le temps où je vais vous parler de fermer les yeux et d'être vraiment voilà, ancré en vous. Donc je vais vous demander tout simplement là, de fermer les yeux. Voilà. Tout en fermant les yeux, vous ne les ouvrez plus. Vous faites un petit pas en arrière, peu importe la taille du pas. Voilà, c'est juste le fait de faire un pas en arrière. Et là, essayez de vous reprojeter quand vous aviez une dizaine d'années et que vous étiez dans une idée de vous dire moi, quand je serai plus grande, je ferai ça. J'aurai cette vie-là, personnellement, et j'aurai cette vie-là, professionnellement. Essayez de vous projeter, quand vous aviez 10 ans, comment vous imaginiez adulte. Maintenant, vous allez refaire un petit pas en avant, revenir à l'endroit où vous étiez tout à l'heure. Toujours les yeux fermés, vous allez vous projeter 10 ans plus tard. Donc quand vous aurez 10 ans de plus qu'aujourd'hui. Et là, vous allez en fait vous imaginer ce que vous souhaiteriez être dans 10 ans, puisque vous êtes là aujourd'hui dans une idée de reconversion professionnelle. Donc comment vous vous imaginez dans 10 ans? Toujours au même endroit, façon différente, toujours dans le perso hein, et professionnel. Voilà. Maintenant, vous refaites un petit pas en arrière, vous revenez au point de départ. Et là, vous vous ancrez bien dans la vie que vous êtes aujourd'hui et vous visualisez ce que vous êtes vraiment au jour d'aujourd'hui, quoi. Par rapport à ce que vous avez imaginé quand vous étiez enfant et comment vous imaginez dans 10 ans. Et vous revenez à ce que vous êtes aujourd'hui, quoi. C'est étonnant à chaque fois ce qui se passe sur les visages des gens. Parce qu'on le voit, nous, et c'est assez incroyable. Enfin, voilà. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux, donc vous revenez dans la réalité des choses. Maintenant, il ne tient qu'à vous de réussir ce que vous avez envie d'être dans 10 ans, ce que vous avez visualisé dans 10 ans, ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous aviez vécu, ce que vous aviez pensé être quand vous étiez enfant. Et est-ce que ce que vous aviez pensé être et ce que vous pensez être dans 10 ans, c'est ce que vous êtes aujourd'hui, ou est-ce qu'encore il y a un chemin à faire et à vous de trouver ce chemin? Tout simplement, la clé, elle est en vous. Et la porte, elle est ouverte ou elle est fermée, et la clé, il n'y a que vous qui la possédez. À vous d'aller l'ouvrir et puis de passer à votre nouvelle vie et oser l'aventure, quoi. Merci beaucoup, Stéphanie. Demain, on peut également aller vous retrouver pour vous poser des questions sur comment faire si on est intéressé par ce que vous proposez. Voilà, on a un stand sur le pôle recrutement, tout à fait au fond, IAD, et on va organiser par la suite, on a déjà une quinzaine de personnes qui sont intéressées pour nous rencontrer. On fera une présentation plus officielle de notre métier, de notre réseau, pour vous présenter plus en détail. Merci. Merci beaucoup. Ah oui, puis aussi, juste une... Ouais, je suis bavarde. Le 12 mars, ouais, parce que c'est important, je suis hyper fière de ça. Le 12 mars, j'ai tout un article avec une page entière qui passe dans le magazine Challenge. Et voilà, donc je serai mise à l'honneur dans le magazine Challenge, et ça, c'est ma fierté. Bravo. Arnaud Aquin, vous représentez le Jardin des Marques. Nous allons enchaîner ensemble. Vous allez nous parler, bonjour, des métiers dans la e-santé. Oui, alors ça va être un petit peu dans la continuité de ce qui s'est dit tout à l'heure. Alors pourquoi on m'a demandé de parler de ça? Parce qu'en fait, j'ai créé il y a 10 ans une agence de communication qui s'appelle le Jardin des Marques, qui est plutôt une agence digitale. Depuis, on a travaillé pour des laboratoires pharmaceutiques en santé animale, santé humaine, on construit des applications, et puis à peu près au même moment, 2 ans plus tard, j'étais frappé par une maladie qui s'appelle l'arthrose, alors que j'étais quand même relativement jeune, j'avais 42 ans.
5 ans après, j'avais même du mal à marcher, j'avais du mal à me lever, à me plier, et du coup j'ai dû me faire poser 2 prothèses de hanche, ce qui est assez rare à mon âge. Et ça a déclenché chez moi quelque chose, puisque j'ai vécu tout le parcours patient, avec tous les problèmes que ça peut poser. Et finalement, en discutant avec mon chirurgien, avec mon kiné, on s'est rendu compte qu'il serait peut-être intéressant de créer quelque chose pour les patients qui souffrent d'arthrose et qui vont se faire ou qui se sont fait poser une prothèse. Et on a décidé de lancer une start-up qui s'appelle Body Control Programme et de créer en fait ce programme pour ces gens qui ont cette souffrance. Bon, le but n'est pas de parler de tout ça, mais alors pour moi, je découvrais le monde de la e-santé. J'ai toujours été un petit peu intéressé parce que j'étais sportif, donc je me suis toujours intéressé à la physiologie et à la médecine, du sport notamment, mais je découvrais un milieu qui était quand même assez particulier. Et je me sentais pas forcément légitime dans ce milieu-là. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études de médecine. On parle souvent du syndrome de l'imposteur. J'ai remarqué que c'était souvent les femmes qui en parlaient, je ne sais pas pourquoi. Ben non, ça peut arriver aussi pour un homme. En fait, c'est juste parce qu'elles osent en parler ouais, voilà, et l'évoquer, mais comme vous le faites très bien. Et donc, je me suis dit, c'est super ce projet de start-up, etc. Donc, je me suis immédiatement entouré de gens compétents. On a créé un comité scientifique avec un chirurgien ortho, un kiné, un médecin du sport et une diététicienne. Moi, j'avais derrière moi toute l'équipe digitale pour créer l'application, pour créer les vidéos. Donc là-dessus, on avait des compétences. Mais du coup, j'ai repris mes études. En fait, j'ai passé un DU de santé connectée à l'hôpital Bichat, à l'université Paris Diderot, en amphi, entouré de médecins, etc. Et ça a été super riche pour moi. Ça a duré un an, donc je l'ai obtenu au mois d'octobre dernier. Et en même temps, je baigne depuis quasiment un an dans l'univers des startups santé à gauche et à droite. On a créé un magazine online qui s'appelle e-santé.tech, où on peut voir toute l'actualité de la e-santé. On a co-organisé avec la région Aquitaine et Bordeaux Métropole un gros événement qui s'appelle Medipolis, qui a eu lieu l'année dernière au mois de novembre, qui aura lieu à nouveau cette année au mois d'octobre. Et là, on est en train de rédiger un livre blanc pour Bordeaux Métropole sur la e-santé sur le territoire. Voilà, donc on est en plein dedans. Donc vous m'avez demandé de parler des métiers de la e-santé. Donc en fait, la e-santé, c'est très large. Depuis tout à l'heure, on a évoqué un petit bout de la e-santé. Mais il faut savoir que le secteur de la santé, c'est un secteur qui s'est finalement digitalisé assez tard, et du coup la vague est un petit peu violente, aussi bien dans les établissements de santé que dans les laboratoires, et donc il y a toute une vague aujourd'hui de start-up qui arrivent avec des solutions numériques, mais là j'ai parlé d'applications mobiles, donc de M-santé, mais il n'y a pas que ça, il y a la robotique, hein. Aujourd'hui des robots vous opèrent l'abdomen, voilà. Il y a toute l'intelligence artificielle, donc des IA sont capables aujourd'hui d'analyser l'imagerie médicale de manière plus performante que des médecins. Il y a tout le domaine de la biotechnologie aussi, avec des sociétés comme Trifrogs sur le territoire qui sont en train de lever des millions pour se développer. Il y a la télémédecine, évidemment, on l'a cité tout à l'heure. Donc voilà, j'en oublie, je pense. Donc vous voyez, c'est très très large. Il y a la réalité virtuelle, la réalité augmentée aussi, puisque il y a une société qui s'appelle Interactive Healthcare qui aujourd'hui forme les infirmières avec des casques de réalité virtuelle. Donc voilà, tous ces domaines-là, qui sont des domaines numériques, viennent aujourd'hui enrichir en fait l'arsenal thérapeutique, aussi bien en formation qu'auprès des patients, pour soigner en fait, ou pour améliorer le parcours patient. Et ce qui signifie, pardon, que c'est donc finalement une nouvelle opportunité d'évolution de carrière, de transition, de reconversion professionnelle, là par exemple dans ce cadre-là en fait. Alors il est clair que la vague de start-up qui arrive va demain, assez rapidement, être pourvoyeuse d'emplois. En fait, parce que déjà elles font part de leurs difficultés de recrutement. Alors quel type d'emploi? Souvent des métiers qui viennent de la tech, hein, donc des développeurs, on en a parlé tout à l'heure, des développeuses, pardon, excusez-moi, des UX designeuses, je sais pas si ça se dit, non je crois pas, mais bon, des chefs de projet. On va le faire exister hein, de toute façon. Voilà. Maintenant. Des chefs de projet, donc tous les métiers qu'on a dans le digital aujourd'hui, ils sont intégrés dans ces startups-là. Alors on peut se poser la question, mais comment on fait pour se former au code, à l'UX, etc. Ça, il y a des écoles qui le font très bien. Mais comment on fait si on veut
avoir cette spécificité e-santé qui fera cette différence par rapport à quelqu'un qui... en fait, c'est très récent, depuis à peu près 1 an, maximum 2 ans, il y a des diplômes comme celui que j'ai passé. Donc il y en a à l'Université Paris Diderot, donc ce sont des diplômes universitaires, des DU. Donc il n'y a pas besoin d'être médecin pour passer un DU. Moi-même, je n'avais aucun cursus. Il suffit d'arriver avec un projet professionnel et de montrer qu'on est motivé pour ça et qu'on a effectivement peut-être un minimum de compétences. Et c'est sur dossier. Donc il y en a un à l'Université de Paris-Descartes, il y en a un à l'IAE de Lyon. Je crois que c'est les 3 seuls qui sont recensés sur le territoire français. Mais du coup, je pense qu'il y a d'autres formations qui vont arriver avec ces spécificités-là. Après, je pense que les laboratoires sont en train de vivre aujourd'hui leur transition digitale. Donc, dans les années qui vont venir, elles vont avoir besoin de gens qui maîtrisent ça, qui maîtrisent le numérique et le digital, pour les associer à des gens qui maîtrisent la dimension santé. Et si les femmes ont envie d'avoir un rôle dans tout ça, il faut qu'elles se poussent à aller ou se former, ou en tout cas rentrer dans ces métiers des nouvelles technologies et d'intégrer ces univers assez fondamentaux comme la santé notamment. Oui, alors je pense que c'est une question de motivation personnelle. Il faut que le sujet intéresse. Mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit une barrière psychologique en disant la médecine, la santé, c'est un savoir que je n'ai pas, donc je ne peux pas y aller. Ça, c'est faux, c'est vraiment faux. Pour avoir côtoyé aujourd'hui pas mal de médecins, etc., on se rend compte que des fois, ce savoir-là, il n'est pas forcément... il y a beaucoup d'erreurs médicales, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et aujourd'hui, il y a des tas de moyens de se former. Moi, je travaillais avec des labos sur des problématiques thérapeutiques bien particulières. Je n'y connaissais rien. Et je me rendais compte qu'au bout de quelques temps, à force d'avoir énormément travaillé le produit, la pathologie, on finissait par être quasiment au niveau du chef de produit qu'on avait en face dans le labo, en fait. Alors, c'est sur un créneau particulier. Bien sûr, un médecin, avec toutes les années de médecine qu'il aura fait, il aura une vision très large que vous n'aurez pas. Mais si vous travaillez sur des pathologies particulières, vous pouvez assez rapidement monter en qualification sur ces pathologies-là. Voilà, donc il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut avoir envie. Et puis je trouve ce qui est bien, et ce qui m'a fait du bien aussi, mais pas au sens physique, c'est qu'on donne du sens à ce qu'on fait, en fait. Moi, je faisais des applications mobiles pour des alcools, pour des courtiers en vin, enfin voilà. Et puis à un moment, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir été touché par la maladie ou pas, mais je me suis dit, c'est chouette, là je vais peut-être pouvoir faire quelque chose qui a vraiment un sens. Mon métier va soigner des gens. Voilà. Et alors ça a vraiment pas de prix. Mais il faut s'accrocher, c'est pas non plus facile. Mais ce que vous venez d'évoquer, c'est très précieux parce que bien souvent, dans la reconversion professionnelle, il va y avoir des facteurs comme le licenciement, le burn-out, les besoins de flexibilité, mais très majoritairement, chez les femmes, on retrouve aussi ce besoin de sens. Et peut-être que c'est un moteur qui peut permettre de faire voler en éclats les stéréotypes liés au genre, justement, et se dire... alors ces stéréotypes-là et les stéréotypes liés à un univers où on va se dire « je ne suis pas médecin, je n'ai pas les compétences ». Et c'est vraiment un mot qui peut être clé pour aller frapper à une porte et d'un DU et de tenter sa chance. Oui, tout à fait. Il y a un terme qui est né il y a quelques années, c'est le terme de patient expert, en fait, qui aujourd'hui est reconnu par les labos, par les médecins, par les... Il n'y a pas plus motivé pour acquérir une compétence que quelqu'un qui a une maladie sur cette maladie-là. Alors bon, il y a des bonnes sources d'infos, il y a des mauvaises sources d'infos, bien entendu, mais en tout cas, quand on s'intéresse à un sujet, on est motivé, on va aller chercher l'info, on va très vite monter en compétence là-dessus. Et on a tous été touchés, on a tous autour de nous des gens qui souffrent de cancer, de choses. Alors, donc, la motivation, elle est propre à chacun. Après, on peut y trouver une motivation technologique. Moi, il se trouve que c'est les deux. J'ai à la fois, donc, il y a une motivation sur une maladie, mais en même temps, je suis passionné par la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc., etc. Donc, j'ai réussi, à arriver à joindre les deux bouts. Mais il y a 15 000 manières de se trouver une voie dans plein de domaines. Et aujourd'hui, quand je vois mes enfants qui ont une vingtaine d'années, je leur dis que vous avez une chance que j'avais pas à mon époque, c'est qu'aujourd'hui, pour vous former, vous avez entre nous pas besoin d'école. Je veux dire, il y a Internet, tout ce savoir-là, vous l'avez. Il y a des tas de MOOC, il y a des tas de... On peut apprendre quelque chose, quitte après à ne pas avoir le diplôme à la fin, mais le savoir, vous l'aurez. Voilà.
Et c'est à disposition, c'est pas pour autant qu'ils vont le chercher d'ailleurs, c'est assez surprenant, mais en tout cas il y a vraiment cette possibilité, l'information elle est partout, il faut juste la sourcer, savoir quelle est la bonne, quelle est la mauvaise, et après on peut monter en compétence. Ça prend beaucoup de temps. Quel message là souhaitez-vous partager? Oui, alors je me pour posais la impulser. question quand vous avez dit votre message, moi je suis pas venu avec un J'ai vu message votre regard et je me suis dit particulier. chouette, je vais redemander. Non, je sais pas, j'ai pas de message, mais je pense qu'il y a... Moi, ma source de motivation, mon moteur, c'est d'apprendre des choses, en fait. Et quand j'observe mon parcours, donc j'ai été banquier, vous imaginez, pendant 6 ans. Alors c'est du marketing, mais voilà, j'ai réussi à en sortir au bout de 6 ans, mais après j'ai carrément basculé dans d'autres métiers. Mais ce qui m'a toujours guidé, c'est d'apprendre des choses. Et je pense que tant qu'on a ça, tant qu'on a cette volonté d'apprendre des choses, qu'on est curieux, bah, je pense que tout est possible. On peut assez facilement changer de métier, y compris des métiers qui peuvent paraître très techniques, quoi. Je pense que si je le fais pas, mais si demain je m'intéresse au code et que je me mets vraiment dedans, eh ben, je pense qu'assez vite je pourrais coder une application mobile. Voilà. En fait, c'est une clé que vous avez partagée. Il est impératif à un moment donné de trouver ou de retrouver sa motivation. Oui, oui. Parce que c'est ce qui va ouvrir la porte de toutes les démarches. Sa motivation et de conserver la curiosité qu'on a quand on est gamin, en fait. Quand on est gamin, on est curieux de tout. Ça, il faut pas le perdre, en fait. Il faut vraiment le garder, en fait. Voilà. Je sais pas si un message. Bon. Merci beaucoup, Arnaud. Ingrid Bergman de WeJob. Vous allez partager avec nous, oser être actrice de vos démarches pour matcher avec les recruteurs. Fondamental, effectivement. Oui, bonjour à tous. On m'a demandé d'intervenir aujourd'hui sur le volet du recrutement, puisque dans ce salon et comme au sein de WeJob, on intervient à la fois pour des personnes qui sont en recherche de leur motivation et de leur projet professionnel. Et je pense qu'on a eu énormément d'interventions extrêmement riches sur quels sont les métiers qui pourraient être intéressants aujourd'hui, et puis dans tout le salon, comment on peut trouver à se reconvertir. Mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui cherchent simplement à se repositionner sur le marché. Elles ont un métier, c'est un métier qui peut les passionner, et ça c'est notre quotidien au sein de WeJob, de savoir comment se positionner. Parfois, certains sont sur des métiers où il y a peu d'offres, ou peut-être peu d'offres dans cette région, bien qu'on vienne d'une autre région où il y en avait. Et donc pour ça, très souvent, la complexité, c'est de comment se positionner et comment se démarquer. Comment être la personne qui, à la fin des courses, sera retenue sur ce poste. Alors, il y a plein de choses, bien évidemment, et on en a parlé. Il faut avoir les compétences, il faut très souvent avoir un profil en adéquation avec le poste. Ceci dit, je suis toujours vigilante avec ce qu'on appelle adéquation, parce que pour certains, ça veut dire j'ai 100% des compétences du poste. Or, ce n'est pas vrai. Si vous avez 100% des compétences, même vous pouvez avoir des recruteurs qui s'inquiètent de savoir si vous n'allez pas vous ennuyer dans le poste. Donc pensez qu'entre 50 et 80%, c'est souvent la bonne marge de manœuvre pour être en situation d'être intéressé par le poste, d'être compétent et de pouvoir évoluer par la suite. Mais il y a également plein d'autres choses. Comment on candidate aujourd'hui? Quelle est la qualité de notre candidature? Évidemment, c'est un des points qui va être vu par le recruteur. Quel type de contact on établit avec le recruteur? Quels sont les moyens qu'on utilise pour avoir ces contacts et pour candidater? Il y a énormément de moyens disponibles aujourd'hui, mais quels sont ceux qui peuvent vous différencier? Quels sont les échanges et comment vous allez échanger avec le recruteur en question? Et également, comment vous pouvez déjà vous projeter dans la situation? Puisqu'en fait, on a beaucoup de personnes qui viennent vers nous, et on a aussi un volet recrutement au sein de WeJob, donc on vit ces moments au quotidien, de personnes qui sont en mesure de nous parler de leur situation actuelle, existante ou précédente dans leur ancien job, mais qui finalement, en changeant de secteur d'activité, n'ont pas forcément pris conscience des différences entre leur poste et la situation. Donc il y a également ça, savoir se projeter. Et puis bien entendu, savoir comment vous allez suivre votre candidature. C'est très important parce qu'il y a une première étape souvent, mais il y en a d'autres, il peut y avoir plusieurs entretiens,
peut y avoir plusieurs moments dans votre candidature, donc pensez à remercier un recruteur, pensez, quand on a postulé à quelque chose, à avoir l'annonce en tête, à l'avoir quelque part d'enregistré pour être capable d'en parler au téléphone quand on vous contacte. Ça, c'est des points extrêmement importants qui peuvent faire la différence par rapport à d'autres candidats pour montrer votre motivation. Et dans tout ça, bien entendu, il y a aussi qui est votre recruteur. C'est un point important, puisque vous pouvez être amené à travailler en direct avec un service RH. Parfois, pour des PME, vous pouvez avoir directement un opérationnel ou un manager qui vous contacte, mais vous avez également, pour un certain nombre de postes, des cabinets de recrutement qui vont entrer en contact avec vous. Parfois, vous allez être amené à aller vers des agences d'emploi, et donc vous n'allez pas avoir les mêmes types de relations, les mêmes questions qui vous sont posées, les mêmes relations à entretenir en fonction de ces acteurs. Donc ça veut dire quand même beaucoup d'éléments à avoir aussi en tête quand on est sur cette phase, qui n'est plus la reconversion, mais qui est plutôt la phase du recrutement. Alors je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui d'échanger sur chaque point en détail, donc j'en ai choisi quelques-uns, je ne reviens pas sur ceux qui sont déjà cochés, mais sur la qualité de la candidature, quelques exemples types. Mais aujourd'hui, on a 80% des candidatures en tant que recruteur qui nous arrivent sans autres informations qu'un CV. Alors, tous les candidats nous disent « mais le CV c'est insatisfaisant, je ne peux pas montrer ma valeur ajoutée avec ». Ben justement, utilisez le moyen d'envoi, utilisez un email de motivation. Et on n'a pas forcément besoin de faire toute une lettre de motivation, mais en quelques lignes, vous pouvez vous différencier d'autres profils. Donc, utilisez-le, c'est vraiment les basiques. Soyez inspirés sur ce sur quoi vous postulez. Si vous n'avez pas du tout pris conscience du poste, de l'entreprise dans laquelle vous allez, et donc vous ne vous êtes pas vous-même intéressé à ce à quoi vous postulez, la personne que vous avez en face de vous, elle risque de faire exactement la même chose que ce que vous avez fait vous-même. Donc il faut savoir en parler, donner quelques éléments qui montrent en quoi vous allez être vous-même la bonne personne pour ce poste, puisque vous avez déjà pris conscience de l'intérêt du poste, de cette filière ou de ce secteur d'activité. Ce qui veut dire que toutes les candidatures ne sont pas les mêmes, évidemment, que vous allez avoir peut-être 2 ou 3 versions de CV et évidemment des mails de motivation différentes d'une structure et d'une candidature à l'autre. Et également, pour vous démarquer, ça ne s'arrête pas à ce que je viens de dire, qui sont vraiment les basiques du recrutement, mais également comment vous allez obtenir des informations qui vont vous permettre d'avoir une candidature différente, de pouvoir motiver pourquoi ce poste-là ou cette entreprise vous intéresse. Ça va être également comment vous faites cette lettre de motivation ou cet email de motivation. J'ai vu des gens qui font des choses extrêmement chouettes. Par exemple, je postule à l'opéra et je me dis qu'est-ce que je vais faire de différent des autres? Peut-être que je vais le faire sur une partition de musique. Forcément, votre candidature, elle va être vue différemment. Peut-être qu'elle sera même vue par 15 personnes parce qu'elle ne va pas s'être positionnée de la même manière que les autres. Ça peut être le contact par qui vous passez, la personne qui va transmettre votre CV. Elle aussi, elle va avoir une importance dans votre candidature. Et là, on ne parle pas de copinage, mais simplement d'une personne qui peut vous recommander parce qu'elle va être à l'aise avec les compétences que vous avez à défendre. Voilà, pensez à tous ces éléments d'outils qui sont importants et je ne reviendrai pas dessus, mais c'est extrêmement important aussi à vous différencier, par exemple, avec des CV vidéo. Aujourd'hui, savoir parler de soi, c'est mettre en avant à la fois son savoir-être en même temps que ses compétences. Et ça se fait de plus en plus, donc n'hésitez pas à l'utiliser, mais faites-le bien, parce que si vous le valorisez à peine, dans le cadre de cette vidéo, ça peut vous porter à contresens, au contraire de vos compétences. D'accord ? Alors ensuite, évidemment, il faut que ça se sache. Beaucoup n'osent pas dire qu'ils sont en recherche d'emploi, n'osent pas le montrer. Et si les recruteurs ont besoin de compétences, ils ont aussi besoin de vous trouver. Donc sachez que comme vous allez chercher des offres d'emploi, eux, ils vont chercher dans des CVTech, sur des dispositifs, sur le site de l'APEC si vous êtes cadre, sur d'autres sites qui s'appellent les job boards comme Indeed et autres, ou Monster, etc. Ils vont essayer de chercher des profils comme les vôtres. Donc les CV sont importants, les mots-clés sont extrêmement importants pour pouvoir vous trouver. De la même manière qu'il existe des réseaux pour se différencier, donc à savoir LinkedIn par exemple, si vous êtes cadre, est un réseau majeur et je dirais aujourd'hui incontournable.
ce n'est pas tout d'avoir écrit 2 lignes sur ce qu'on a fait dans sa vie sur LinkedIn, mais également d'avoir un profil qui est renseigné, d'avoir des recommandations, par exemple, vous avez d'anciens de vos collègues. Et surtout, derrière, oser en parler, ça veut dire faire du réseau. Il faut que des personnes autour de vous puissent savoir quelle est votre démarche pour pouvoir peut-être penser à vous quand il y a des offres d'emploi, quand il y a des entreprises intéressantes, peut-être des contacts qui pourraient vous amener à ces fameux emplois. Peut-être que vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, c'est le moment de commencer. Parce que faire du réseau aujourd'hui, c'est pour toute votre vie que ça vous sera utile demain. Donc là-dessus, n'hésitez pas. Ça peut être pour passer votre CV, ça peut être pour vous donner des informations, ça peut être peut-être pour vous donner l'information sur le futur poste que vous allez avoir. Et c'est à tous les stades en fait. Ça peut être votre réseau d'amis comme votre réseau professionnel précédent. Ça peut être votre kiné. Voilà, il n'y a pas d'obstacle au fait de faire du réseau. Simplement peut-être une démarche à adopter pour que ça soit le plus efficace possible, pour pas que vous y perdiez. Également, il faut sortir de sa zone de confort. Bon, très souvent, on est sur l'aspect statique, j'en ai parlé tout à l'heure, d'être sur des CV Tech par exemple. Mais il faut aussi être proactif, aller vers les autres. C'est aussi le faire via des nouveaux outils, c'est aussi le faire en allant vers les autres sur les réseaux sociaux. Donc, n'allez pas seulement avoir un profil sur LinkedIn, mais aussi aller au contact des entreprises via LinkedIn, au contact des personnes qui peuvent être vos recruteurs de demain. Utilisez d'autres outils pour faire du réseau. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Shaper, mais c'est un outil aux multiples facettes. Il peut être un réseau commercial pour vous, mais ça peut être aussi un réseau pour chercher un emploi, pour chercher des clients. C'est extrêmement simple d'utilisation et ça peut se faire depuis votre mobile. Allez vraiment, soyez curieux de quels sont les outils qui peuvent être utilisés aujourd'hui. Peu de gens aujourd'hui sur Bordeaux utilisent Twitter. Heureusement, dans la communication et dans le numérique, c'est assez partagé, mais il y a des réseaux, et notamment avec des hashtags comme i4emploi, qui peuvent mettre en avant votre CV par rapport à d'autres profils, ou vos offres d'emploi d'ailleurs, si vous êtes recruteur également. Et là, de la même manière, sur LinkedIn, vous pouvez regarder avec Echo, qui peut aussi vous aider à faire résonner, comme ils le disent, en fait, votre besoin, qu'il soit du côté employeur ou de côté employé. Donc voilà, il faut que vous multipliez ces démarches. Certaines vont peut-être être plus utiles pour certains que d'autres en fonction de vos métiers, mais ne vous arrêtez pas simplement à la démarche classique d'envoyer quelques CV. Participez aussi, participez à des conférences. Donc vous êtes aujourd'hui dans un de ces endroits et c'est un très bon endroit, donc continuez à le faire. Participez à des réseaux professionnels, il y en a beaucoup, il y en a par secteur d'activité, il y en a par métier, sans s'éparpiller en étant dans 10 réseaux différents, bien entendu. Mais là, par exemple, ça soit la communication, les RH, on a parlé de fonctions support, vous en avez des réseaux sur le numérique énormément, vous en avez aussi dans le vin, on est sur Bordeaux ici, mais dans le BTP, etc. Donc, il y en a certainement un qui peut vous être utile, où vous allez rencontrer des professionnels et peut-être aussi des informations sur le poste qui pourrait être pour vous demain. Donc voilà. Quand on a déjà dit tout ça, on a dit plein de choses, mais il y a encore plein d'autres choses qu'on peut faire. Déposer son CV, faire des jeux de pistes. On peut être très créatif pour donner envie à un recruteur de savoir qui vous êtes. En dire un petit peu, mais pas trop. Faire du teasing et en même temps finir par se dévoiler. Il reste encore 2-3 clés. Je vais essayer d'être peut-être un peu plus succincte parce que c'est la fin de la journée et vous êtes certainement dans l'attente aussi de reprendre une vie personnelle. Être pro, c'est aussi être pro dans les échanges que vous allez avoir avec ces fameux recruteurs. C'est être assertif. Ça veut dire savoir pitcher. Si le mot n'évoque rien chez vous, renseignez-vous. C'est très important d'être succinct dans sa façon de se présenter, de savoir le faire de manière efficace. C'est savoir aussi répondre à certaines questions clés. Combien de personnes ont des difficultés à savoir s'exprimer sur les contraintes personnelles qu'elles ont, et je sais de quoi je parle, je suis un petit peu enceinte en ce moment, sur leur situation personnelle, ça peut être parfois compliqué. Ça peut être sur la dernière expérience que vous avez eue au sein de votre entreprise, comment s'est-elle terminée. Donc c'est des questions, forcément, vous risquez de les avoir, donc se préparer à savoir y répondre va vous aider aussi à gagner un petit peu de crédibilité vis-à-vis des recruteurs. Ça veut dire aussi avoir confiance en soi,
Ce n'est pas facile, c'est tout un enjeu énorme. Aujourd'hui, dans les journées que vous avez, évidemment, vous allez pouvoir le travailler. C'est un travail de longue haleine, mais surtout, si c'est une difficulté pour vous, c'est important de s'en occuper parce que d'une part, ça vous bloque dans votre recrutement, mais aussi dans l'ensemble de vos démarches dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc ça, c'est extrêmement important. Avoir confiance en soi, c'est être assertif en entretien. Ça veut dire être face à un recruteur et d'être à l'aise dans l'échange avec lui. C'est être en capacité de lui poser des questions. C'est en capacité de réagir quand il intervient sur un autre sujet et qu'il déborde sur d'autres actions où vous n'avez pas prévu au départ qu'il échange avec vous de ce sujet. Donc c'est extrêmement important. Positionnez-vous sur les cibles, ça veut dire avoir quelques exemples des réalisations, on appelle ça dans notre jargon RH, concrètes à partager avec le recruteur, parce que parfois on a travaillé pendant 20-30 ans et on a un parcours très riche. Là, on voit des exemples de personnes qui ont fait plusieurs métiers, et pourtant il faut pouvoir en parler rapidement. Ça veut dire avoir pensé à comment on va gérer ces contraintes dans ce futur emploi, qui a peut-être des horaires décalés, etc. Comment on est capable de gérer son positionnement en termes de salaire. On est dans une nouvelle région peut-être, où on change de secteur d'activité. Est-ce que le niveau de salaire est le même? Est-ce que donc on peut attendre la même chose de son employeur et donc peut-être s'adapter parfois? Mais il y a plein de choses qui sont négociables aussi avec les employeurs. Là, je viens d'avoir une personne qu'on vient de positionner. En fait, elle a négocié finalement une voiture de fonction plutôt qu'une évolution salariale, et elle va s'y retrouver, je pense, parce que ça va être plus rémunérateur pour elle finalement. Donc voilà, pensez vraiment à comment ça va se passer dans cette cible. Si je trouve moi-même des solutions, mon employeur va trouver aussi la solution pour m'employer. Et derrière, l'employeur peut aussi avoir envie de vous voir vous projeter. Ça peut être d'imaginer quelles sont les typologies de clients que vous allez avoir, peut-être quel business plan vous êtes capable de monter si c'est sur une activité que vous êtes directeur d'un service. Ça peut être des projets que vous êtes capable de mettre en place pour faire de l'innovation par rapport à votre métier. Il y a énormément de choses à prévoir et possibles à partager avec un employeur pour se projeter et faire la différence en entretien. Et pas simplement être sur la réponse à des questions, mais aussi sur la proposition vis-à-vis de cet employeur. Et également, puisqu'on parle de reconversion et qu'on a dit que tout le monde n'avait pas toutes les compétences, il ne faut pas hésiter à proposer à l'employeur de faire une immersion pour montrer ce que vous êtes capable de faire. Parfois, il vous manque quelques compétences, mais vous savez, parce que vous êtes motivé, que vous saurez faire la différence, que vous saurez vous adapter. L'immersion, c'est quelque chose qui est court, c'est pratique, ça peut être une mise en situation de quelques heures, parfois c'est quelques jours. Il y a des systèmes qui permettent de vous former sur des morceaux de compétences qui peuvent vous manquer au démarrage d'un poste. Ça, c'est si vous êtes curieux, vous pouvez avoir le discours et montrer les dispositifs qui sont possibles pour un employeur. Sinon, vous pouvez aller vous renseigner par la suite pour pouvoir aller le chercher et que ça ne soit pas un petit delta, un petit quelque chose qui vous bloque dans votre arrivée dans l'entreprise. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Ingrid, mais il y en aurait beaucoup à dire. C'est effectivement, je voulais juste mettre l'accent sur, par rapport à tout ce que vous avez très justement évoqué dans ce qu'il faudrait savoir ou pouvoir proposer dans ces périodes qui en général ne sont pas évidentes non plus, même moralement. Et d'un seul coup, c'est vrai que faire un CV vidéo ou des choses que... On parle souvent dans la création d'entreprise de l'importance de se faire accompagner, de se faire coacher. C'est peut-être pour le recrutement aussi quelque chose qu'il est important d'avoir en tête, de se dire qu'on peut se préparer à aller en entretien, qu'on peut se préparer à pitcher, que l'on peut répéter, que l'on peut peut-être avoir un coach et faire aussi des jeux de rôle, que tout ça en fait, on ne va pas non plus se précipiter, se jeter forcément dans la gueule du loup direct en essayant de tout donner et potentiellement de s'écrouler si d'un seul coup c'était beaucoup, mais que ça peut se préparer et qu'on peut tout à fait se faire accompagner dans cette phase-là. Alors oui, bien sûr. J'allais dire en plus, il existe une diversité importante de dispositifs aujourd'hui pour le faire. Je pense qu'il ne faut pas rester seul parce que justement la confiance vient aussi avec l'expérience et le fait de la vivre soi-même comme de celle que les autres vont vivre autour de soi. C'est une des raisons pour laquelle on a créé WeJob, parce qu'on travaille beaucoup sur le collectif et la dynamique de groupe. On pense que c'est vraiment vertueux, ainsi que la dynamique de réseau. En fait, on fabrique des réseaux petit à petit de personnes qui passent par nos dispositifs. Donc pour nous, ça a beaucoup de sens.
Tout existe en plus aujourd'hui, j'allais dire sur le marché en l'occurrence, puisqu'il y a des services publics qui proposent des choses qui sont généralement gratuites. Il existe des associations qui proposent aussi des dispositifs qui sont extrêmement accessibles et nous en faisons partie. Il existe des gens qui le font en individuel, des gens qui le font en collectif. Il existe des coachs qui peuvent travailler particulièrement sur toute cette dynamique de confiance en soi et de posture. Nous, on essaye de rassembler un peu tous ces professionnels autour de nos programmes et cette dynamique. Donc voilà, j'allais dire la diversité de l'offre aujourd'hui, elle est présente. Par contre, il y a certainement un manque de conscience de l'importance et de l'intérêt que ça peut avoir pour être efficace et trouver rapidement. Parce que la difficulté, c'est l'employabilité d'une personne, elle s'efface très très vite pour les scientifiques. C'est un peu exponentiel, si vous voyez. Donc au bout de 4 à 6 mois, un employeur se pose complètement la question de savoir pour quelle raison vous n'avez pas trouvé un emploi. Sachant que la moyenne de recherche d'emploi pour un cadre, elle est d'1 an. Si vous êtes senior, admettons que vous avez plus de 50 ans, c'est plus de 600 jours. Rendez-vous compte, 600 jours. Donc dans ce temps-là, on a vraiment, malheureusement, le risque de perdre confiance en soi. Et c'est dommage, parce que c'est dans ces premiers mois-là où on a le plus de chance vis-à-vis de l'employeur, qui ne se pose pas la question de pour quelle raison précisément vous avez quitté votre emploi. Au-delà d'un certain temps, les stéréotypes font que l'employeur se pose toutes ces questions et c'est plus difficile, comme pour la personne, de se positionner également. Donc le tout, c'est de se dire, plus tôt je m'en occupe, plus tôt je peux être efficace et professionnel, plus j'ai mes chances. Et donc s'il y a des dispositifs qui peuvent vous y aider, tant mieux. Et n'attendez pas, osez aussi aller vers eux. J'allais dire, il y en a pour tous les niveaux de bourse. Donc de toute manière, vous pouvez trouver chaussures à votre pied. Merci beaucoup Ingrid. Est-ce qu'une petite question générale, est-ce que l'on peut toutes et tous vous retrouver demain tout au long de la journée ou retrouver votre entreprise, organisme, réseau sur un stand? Oui. Nous, on était là aujourd'hui, mais on a un site internet et la boîte contact qui est disponible. Eh bien, en tout cas, un grand merci d'avoir participé, de nous avoir transmis ces informations extrêmement importantes. J'espère que voilà, ça vous a été profitable et que toute cette journée a été très riche, a répondu à déjà beaucoup de questions que vous vous posez. Rendez-vous demain dès 9h pour la suite du salon professionnel.